C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Pour cette nouvelle saison, on a décidé de tendre notre micro à des femmes car elles sont aussi des bonhommes et surtout car elles parlent souvent mieux des hommes que les hommes eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est l'actrice et réalisatrice Géraldine Nakache qui nous dit ce qu'elle en pense. Voici sa définition du bonhomme. C'est quoi pour moi un bonhomme ? C'est un homme ou une femme qui s'estime à sa place. C'est-à-dire ? Qui s'estime au bon endroit, à son bon moment. J'ai l'impression qu'être un bonhomme, c'est être juste avec ses émotions et être juste aussi avec sa propre partition, quoi, avec sa direction, si j'ose dire. C'est se connaître et... Ah, se connaître. Une chose est sûre, c'est que un bonhomme, il se connaît bien. Et c'est marrant de dire un bonhomme parce que je suis bonhomme aussi parfois, parce que je connais plein de nanas qui sont bonhommes, donc je trouve ça génial que ce mot devienne unisexe. Parfois, je suis absolument un bonhomme. C'est-à-dire, je suis totalement un bonhomme. Ça me fait peur d'être autant bonhomme parfois. C'est-à-dire que ta définition ou dans la définition un peu commune aussi? Non, dans ma définition, c'est-à-dire que parfois je me dis, ah bon, je suis sûre de moi à ce point-là? Et bien entendu, c'est contrebalancé le mardi matin jusqu'au vendredi soir par ce moment de fragilité où je sais plus où j'habite, je sais plus qui je suis et le bonhomme s'éloigne. Mais j'ai des moments, c'est l'âge probablement aussi qui me fait arriver à des moments de certitude, de me dire c'est bon, je suis au bon endroit. Et surtout, j'ai le droit. T'étais pas du tout comme ça avant? T'étais moins sûre? C'est vraiment venu avec l'âge? Ça vient avec l'âge, c'est pas venu, ça vient avec l'âge. C'est-à-dire que c'est pas terminé. Et puis surtout, c'est des choses, j'ai l'impression, qui sont pas acquises. Ça va, ça vient. Donc moi, je suis bonhomme aussi quand je vais très 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 bien, quand tout va bien, je peux être bonhomme. Et la difficulté, c'est de rester bonhomme quand ça va pas. La difficulté, c'est vraiment de rester bonhomme quand ça va pas et de solliciter mes bonhommes. Justement, c'est qui tes bonhommes? J'en ai une multitude, j'ai une chance folle. J'ai pas mal de bonhommes. J'ai ma mère, évidemment. Enfin, j'ai mes parents de manière générale. Et puis j'ai mon mari, j'ai mon grand frère. Et j'ai un petit bonhomme aussi à la maison de 3 ans. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit bonhomme aussi vite. Justement, ton père, ta mère, c'est quel type? On va commencer par ton père d'abord, mais ça peut être l'inverse. C'est quel type de bonhomme? Quel type d'homme? C'est un homme absolument fragile. C'est ma mère, le bonhomme. C'est-à-dire la personne robuste sur laquelle se reposer avec des certitudes. Disons que moi, j'ai un papa qui a pris la place d'une mère juive et que ma mère, par élégance, n'a pas eu le choix, je pense. J'en parlerai avec elle à la suite de ce podcast, peut-être. N'a pas eu le choix en tout cas, elle a eu la grande élégance de se dire, elle a pas besoin de 2 mères juives, on va l'étouffer sinon. Donc du coup, elle a ravalé, et elle a pris sa grosse voix comme ça, pour me dire, mais non, tout va bien. Donc c'est vrai que j'ai un papa qui est d'une sensibilité folle. Alors les points communs, les points intéressants, pas les points communs, mais les points intéressants, c'est que du coup, moi je suis née dans le rire, les sourires, les blagues à foison. Mais parfois, quand on rentrait à la maison et qu'on fermait la porte, je savais que ça craquelait, que c'était difficile. Et ma mère, elle tenait tout ça. Elle tenait tout ça et du coup, c'était elle le bonhomme. Non, je m'inquiète pas, moi. Elle crevait d'angoisse. Du coup, ils sont répartis les rôles un peu comme ça. Malgré là, il y en a eux, quoi. Un qui a des manquements, l'autre compense. C'est-à-dire que, c'était malgré eux. C'est-à-dire que, mon père, c'était impossible pour lui de ne pas s'inquiéter. C'est un anxieux, c'était impossible de ne pas s'inquiéter. Il est l'inquiétude. Donc ma mère a dû se dire sur le terrain, elle a appris en faisant en fait, qu'il fallait pas qu'elle en rajoute. Elle a bien fait parce que sinon, je serais un Lexomil à moi toute seule. Et toi là-dedans, quelle petite fille t'étais? Les souvenirs que tu t'en fais? Moi j'étais la reine des Champs-Élysées. Moi j'étais une petite fille gâtée, choyée, regardée, aimée, adorée. On est 2, j'ai un grand frère qui a 7 ans de plus que moi, qui lui aussi m'attendait de pied ferme, il était ravi. Et moi, j'ai fait des spectacles sur Lio et Mylène Farmer à 20h à l'heure du JT, alors que mon frère, des années avant, il n'avait pas le droit de même d'ouvrir la bouche pendant le JT à la maison.
Donc j'ai été très très aimée et c'est aujourd'hui que je comprends ça, la chance que j'ai eue. Quelle chance j'ai eue. C'est aujourd'hui que je suis maman aussi qu'il est à mon tour c'est mon moment de transmettre où je me dis c'est bien d'avoir été remplie de tout ça. Et du coup, il n'y a pas que 2 genres de petites filles, mais tu te voyais plutôt fille à la vanille, avec des références, des personnalités, des modèles très féminins, en tout cas dans ce qu'on attend des femmes, ou un peu garçon manqué parce que tu as un grand frère et il y a d'autres genres. Hein. Enfin, il y a d'autres. J'ai l'impression d'avoir été ni l'un ni l'autre parce que aussi je m'insérais pas aussi de façon aussi évidente dans l'un ou l'autre. Je suis une peureuse parce que j'ai été très couvée par mes parents, donc je suis une peureuse. Donc grimper aux arbres, ça m'angoissait, sauf que c'était ça que j'avais envie de faire. Donc je ne grimpais pas aux arbres, mais j'attendais en bas de l'arbre que mes copains en descendent. Donc j'étais fille au chocolat, pas fille à la vanille. C'était qui tes modèles dans les personnalités, des personnes que quand t'étais petite, tu disais voilà, quand je serai grande, elles m'inspirent quoi. Femme, homme, fille, garçon. Là, ce qui me vient instinctivement, c'est très bizarre, parce que normalement, on réfléchit en interview. Au moins, on a la politesse de mentir, mais là, je vais pas le faire. C'était Patrick Sabatier. Mais non. Je l'ai jamais dit, c'est un scoop. Non, c'est-à-dire que là, je me vois, parce qu'on a parlé de mes parents, de mon frère, et donc, je me vois à la maison. Et je trouvais ça incroyable. Pardon, c'est la première fois que je parle de lui, c'est la première fois que ça me traverse. Je trouvais ça incroyable. Ce qu'il faisait Patrick Sabatier avec ses invités, je comprenais pas grand-chose. J'étais petite quand même, mais j'ai un souvenir de Coluche sur une grosse chaise de bébé en taille humaine, là, taille humaine un peu. Et finalement, dans tout ce folklore de la télé, ce truc de on fait du show et on est avec des célébrités, tout ça, j'avais déjà l'impression devant ma télé dans le salon chez mes parents qu'on libérait la parole de certaines personnalités et qu'ici se disaient des choses qu'on n'entendait peut-être pas ailleurs ou qu'on voyait pas ailleurs dans les films ou... Ah, c'est drôle, dans l'intime. Dans l'intime, ouais. J'ai senti quelque chose lié à l'intime. Merci Patrick Sabatier. Et est-ce que tu partageais comme ça des références culturelles Il y avait beaucoup la radio à la maison. Ouais. Donc c'était beaucoup la musique, la chanson française notamment. Il y avait les imitations de mon père, de Jacques Brel. Il y avait aussi beaucoup... ça, c'était une passion que partageaient mon père et mon frère. Les matchs de catch. Ça aussi, c'était du folklore parce que j'aimais bien regarder ça. D'abord pour les voix des commentateurs qui avaient un accent canadien, qui commentaient ça et je comprenais rien. Je voyais juste que ça se tapait beaucoup, mais j'ai très vite compris. Mon frère m'a soulagé très vite en me disant c'est pas vrai, c'est de la chorégraphie. Ils ont pas mal en vrai. Et je sais pas, je me souviens des accents, je me souviens du coup de la corde à linge. Ne me demandez pas ce que c'est, mais il disait ça tout le temps, le commentateur. C'est le coup de la corde à linge. Jamais reproduit entre frères et sœurs. Si, bien sûr que mon frère, évidemment, du coup, il se disait, je vais la démonter, et c'est ce qui se passait après. Il me disait, viens, je te fais le coup de la corde à linge. Donc, il se mettait en haut de son lit et sautait sur moi, donc. Je me souviens de ça, je me souviens du catch, je me souviens, de la chanson française de manière générale, et puis de ces petits cadeaux que j'avais régulièrement. Mes parents m'offraient régulièrement des vinyles. Face A, face B. Et il y avait souvent les paroles de la chanson de la face A que j'apprenais par cœur. Et je m'imposais de faire une chorégraphie aussi dessus. Et bien entendu, venu l'heure du JT, je délivrais. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce vendredi, une éclaircie sur le front du chômage avec une baisse de 0,7% du nombre des demandeurs d'emploi en juillet, moins 20 000 chômeurs. Les jeunes ont souvent bénéficié de stages d'été. Jacques Chirac s'en prend à ceux qui sapent le moral des Français. Et tes activités, tes passions, est-ce que c'était des choses que tu avais toi toute seule ou avec ton frère ou en opposition à ton frère Non, j'aimais vachement rentrer dans sa chambre et le regarder faire des trucs, ce qu'il détestait, naturellement. En revanche, non, j'ai fait plein de trucs. J'avais déjà l'envie d'être entourée, donc j'avais déjà l'envie d'avoir les copines et les copains à la maison, ou au moins en bas de la maison, ça aurait été quand même génial. J'avais pas souvent l'autorisation de descendre dans le parc en bas de la maison, seule en tout cas. Mais oui, j'avais déjà le goût de la meute. Et t'avais confiance en toi ? Non, la confiance, c'est quelque chose qui est très loin. Et paradoxalement, c'est probablement pour ça que je suis actrice aussi aujourd'hui. Ouais, c'est un paradoxe fou, mais c'est évidemment que c'est animé de ça. Aller la chercher. Non, j'avais pas confiance en moi parce que les codes à ces âges-là, d'ailleurs à tous les âges, mais peut-être à ces âges-là, j'étais pas un archétype. Après, c'est arrivé un peu plus tard quand j'ai eu le verbe et que j'ai compris que l'humour,
La répartie. La répartie, ouais, ça mettait un peu tout le monde d'accord, ça. Mais c'est plus tard, parce que finalement, c'est un peu binaire quand on est plus jeune. T'es jolie, t'es pas jolie, t'es grosse, t'es mince. Après, plus tard, le verbe, ouais, m'a aidée. Et puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai accéléré mon débit aussi, et que du coup, je me suis dit, si on me laisse pas la place, je vais la prendre, et du coup, je vais pas m'arrêter de parler. Est-ce que, c'est une question que je me suis souvent posée, mais est-ce qu'une fille, j'imagine à l'âge de la primaire ou du collège, quand elle a un grand frère, ça donne pas une assurance de se dire, il y a quelqu'un qui... Ouais, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est là pour protéger quoi qu'il arrive, mais comme j'ai un frère d'une délicatesse immense, il m'a jamais asséné des phrases débiles de grand frère, enfin débiles non, parce qu'en même temps, pourquoi pas. Il y en a un qui te regarde. Ouais, il y en a un qui te regarde, je démonte. Il y a jamais eu ça, il y a jamais eu... Tu me dis, hein. Tu me dis, il n'y a pas de problème, je suis là. Non, il n'y a jamais eu ça. En revanche, j'ai senti son regard. Olivier, mon grand frère, c'est quelqu'un qui pose ses yeux sur les gens, ça se voit dans ses films, et qui les pose à la bonne distance. Donc j'ai senti son regard. Donc c'est vrai, la confiance, elle a dû être façonnée aussi par l'amour que j'ai reçu de mes parents, et aussi par ce regard que je sentais très présent de mon frère, sans, encore une fois, me dire je suis le grand frère, t'inquiète pas, il t'arrivera rien. Non, finalement, c'était peut-être un peu plus riche que ça, parce que quelque chose que vous ressentez, c'est quelque chose qui vous enveloppe aussi. Donc finalement, c'était quand même très ouaté tout ça. Hein. J'étais très, très protégée. C'était bienveillant, quoi. Ah oui. Est-ce que t'avais un idéal masculin quand t'étais petite, quand t'étais ado, et un aujourd'hui? Est-ce qu'il y avait un Brad Pitt ou un truc? Ouais, non, ils ont pas trop bougé. Ça s'est jamais situé justement au cinéma ou dans ma télé ou quoi, parce que justement, je m'étais dit que ça allait bouger avec le temps, avec mes émotions, tout ça. Patrick Sabatier, quand même. Donc Patrick Sabatier que j'ai occulté, donc jusqu'à notre interview ensemble, hein, quand même. Et non, il y a toujours eu, c'est vrai, en ligne de mire, mon grand frère et mon papa, qui sont les deux hommes de ma vie. Ça paraît un peu Maria Carré, mais c'est évidemment la vérité. Et puis surtout, c'est des modèles intéressants. Parce que, encore une fois, il y en a un qui veut faire rire, qui veut dire, qui veut prendre la place, qui s'angoisse, qui s'inquiète et qui est très drôle et très fin. Et puis l'autre qui a remasterisé tout ça en discrétion, en observation. Oui, qui s'est construit justement qui s'est construit, exactement. Ouais. Et est-ce que ta vision des hommes, elle a changé au cours de ta vie? Eh ben, pour être honnête, c'est une question que je m'étais jamais posée avant que tu me la poses. Mais je crois pas que ma vision des hommes ait vraiment changé depuis que je suis petite. Probablement à cause de ces piliers assez forts que j'ai eus dans ma famille d'abord, et puis après, mes histoires d'amour, mon mari aujourd'hui. C'est vrai que finalement, il y a un truc commun. Ouais. Tu peux dire que tu recherchais les mêmes qualités adolescentes chez un homme Je pense que j'ai compris très vite que les qualités que j'avais observées chez mon père ou mon frère, en tout cas, j'avais décelé quelles étaient leurs vraies qualités. Il y a à boire et à manger là-dedans, mais en tout cas, j'avais décelé qu'il y avait un endroit où c'était bien. Et finalement, j'ai pas cherché beaucoup plus, donc c'est pour ça que je suis peut-être pas assez aventureuse. Non, mais c'est sain. C'est bien, il n'y a pas besoin d'aller se faire mal pour... Ouais, j'ai pas du tout eu envie de me faire mal. J'ai rencontré des chouettes hommes dans ma vie, vraiment. Est-ce qu'il y a des choses qui te fascinent dans le genre masculin, enfin chez les personnes de genre masculin, que tu as l'impression que toi, en tant que femme, t'as pas, ou que eux ont en commun, en tout cas ceux que tu connais Oui, je trouve ça... je trouve que... Après, ils sont pas tous pareils, il y a des femmes qui Non, mais je trouve que l'élégance... chez l'homme, c'est fois 1000. Je sais pas comment expliquer. Évidemment, il y a une multitude de femmes élégantes que je trouve élégantes. Mais je trouve que l'élégance, disons que l'élégance chez un homme, pour moi, c'est presque un peu différent de l'élégance chez une femme, parce que chez une femme, ça serait peut-être un port de tête et une façon de s'asseoir. Là où chez un homme, l'élégance, elle est aussi pour moi, dans son sens de l'humour, dans sa façon de servir de l'eau à table à une femme, ou à quelqu'un qui est à côté de lui. Voilà, pas que dans... Moi, dans la démonstration. Non, ouais. Et du coup, je trouve ça très élégant, un homme élégant. Plus élégant qu'une femme élégante. Après, c'est peut-être parce que c'est pas les mêmes codes et qu'on leur demande peut-être pas la même chose. On leur demande pas la même chose, mais je trouve ça plus dur d'être élégant pour un homme que pour une femme. Beaucoup plus dur. Puis encore plus aujourd'hui. Aujourd'hui, pour être élégant, ils ont plus le droit de mentir, quoi. On sait tout de suite maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, au contraire, est rédhibitoire chez un homme? Le premier degré. Ouais, le premier degré. Le premier degré rédhibitoire chez un homme, chez un femme, chez un femme. Chez un femme, c'est bien ça. On est bien dans l'entre-deux, c'est pareil. Pas mal. Non, ouais, le premier degré de manière générale. Mais même ma fille, je lui permets pas. Impossible, c'est trop dur, sinon, c'est trop dur. La vie est trop dure, c'est pas possible. Il faut pas.
Et est-ce qu'il y a des particularités ou qualités, défauts en toi qui sont souvent qualifiées comme masculines que t'as, et tu sais que ça, les gens, ils associent ça en général aux garçons? Le côté peut-être... là, en l'occurrence, quand j'allais dire... Encore, aujourd'hui, c'est un peu ringard de dire ça. Non, j'allais dire là, c'est vrai que quand je réalise mes films, je mets en place de l'extérieur, on a le sentiment qu'on... Voilà, c'est un peu bouger des montagnes, quoi, parce qu'on a des équipes, et puis parce que vous le vouliez ou non, même si c'est pas votre nature propre, il faut être chef d'orchestre. Donc peut-être... mais bon, c'est un peu old school de dire un truc comme ça, Oui, parce que finalement... dans la réalité, c'est que c'est moins courant, en effet, ces postes-là chez les femmes. C'est moins courant, mais en même temps, on en parle tellement, et en plus, le cinéma fait partie des endroits où on en a beaucoup parlé. Donc du coup, ça devient plus normal. C'est vrai que moi, c'est ma normalité depuis que je travaille, finalement, parce que même quand je travaillais à la télé, assez jeune, à 20 ans, j'avais des postes de production, etc., mais où j'ai jamais eu le sentiment que ce soit différent parce que j'étais une femme. En revanche, j'ai eu le sentiment que c'était plus difficile parce que j'étais très jeune. Mais c'était pas le sexe qui comptait, c'était juste que je mentais sur ma date de naissance. Et au contraire, est-ce que tu as des choses en toi où tu te dis, ah là, je suis vraiment le cliché d'une fille là-dessus? Alors moi, en plus, là encore plus en ce moment avec la promotion du film où je reviens avec Leïla et tout, on nous associe beaucoup, Leïla et moi, et c'est vrai qu'on est des sœurs de cœur, que je le pousse même jusqu'à m'offrir ma sœur de cœur au cinéma comme sœur de fiction, et que je suis très très proche d'elle, que c'est pas... Voilà. En revanche, à l'inverse, on nous demande, alors vous parlez de quoi toutes les deux? J'ai pas le sentiment moi par exemple, parfois je vois des films où des filles se coiffent entre elles. Moi, Leïla ne m'a jamais coiffée, quoi. Il n'est pas question qu'elle me coiffe. Il n'est pas question qu'on échange non plus sur nos menstruations, par exemple. Je reçois aujourd'hui la grande comédienne française Firlas Foulakat qui vient sur ce plateau pour nous exprimer son grand coup de gueule du moment. Firnas, c'est à vous. Tout d'abord, merci. Merci de m'avoir invitée. C'est normal. Pour parler des films que tu réalises et des personnages que tu imagines, comment tu construis les personnages masculins de tes films? Je les construis comme les personnages féminins de mes films, c'est-à-dire je démarre toujours par me raconter ce qui dysfonctionne. Si je veux être un peu plus basique, leurs défauts. Si quand je suis au moment des post-it, j'écris un défaut sur un post-it, je pars toujours de ça. Je pars toujours d'un dysfonctionnement. Parce que c'est plus riche. Parce que c'est plus riche, parce que j'ai l'impression que c'est la réalité, en tout cas c'est la mienne. Bon, j'ai le sentiment qu'on est tous un peu gris, quoi, pas soit tout blanc, soit tout noir, et que on sait pertinemment, nous les premiers, là où on pêche, là où c'est fragile. Et du coup, j'ai l'impression que quand je raconte des gens, j'ai envie de raconter la fragilité, qui parfois est pas forcément... y a pas de circonstances atténuantes à cette fragilité. Parfois, c'est un peu dégueu. Et c'est pas grave, parce qu'on peut tous se racheter, on a tous le choix de ça, on a tous parfois besoin de ça. Donc c'est comme ça que j'écris mes personnages, qu'ils soient masculins ou féminins. On m'a souvent dit, tu fais des films de femmes, parce que effectivement, je suis un binôme avec Leïla, et qu'en plus, je réalise mes films, mais... j'ai pas le sentiment de faire des films de femmes, quoi. Enfin, j'ai pas le sentiment surtout qu'on demande à mon frère s'il fait des films d'hommes quand il fait tourner Omar Sy. Donc du coup, je sais pas répondre vraiment à cette question, en fait. Mais par exemple, je pense à des personnages du père dans Tout ce qui brille, ou dans ce que j'ai pu voir dans J'irai où tu iras. Ouais. C'est vrai que on voit des pères, je pense à Tout ce qui brille là par exemple, un peu effacés par rapport à sa fille, mais toujours là pour la soutenir. Enfin, ouais, y a une typologie de papa dans mes films, ça c'est sûr. Maintenant c'est le 3e, je commence à me dire, ah ouais, quand même. C'était plus ça ma question. Est-ce que tu t'es inspiré de gens autour de toi, ton père? Et bien évidemment, c'est des inspirations. Bien entendu, je m'inspire de ma propre famille tout le temps, et je m'inspire aussi de gens que je croiserais à une terrasse de café, un échange entre un papa et son garçon. Vraiment, c'est... En fait, je crois que quand c'est bien de s'inspirer, c'est formidable de s'inspirer. Et évidemment, ce qui me traverse et les gens qui sont autour de moi sont des sources d'inspiration formidables et que j'estime hyper nobles en plus, puisque ce sont des gens que j'aime. Mais c'est bien de mettre à distance. Et quand j'ai l'impression d'avoir mis à juste titre à distance, je peux vraiment m'approprier des personnages, et je peux surtout faire ce que je préfère au monde, c'est mettre de moi dans tous mes personnages. Parce qu'au moins, je distille et je prends pas de risques.
On me dira pas, c'est toi là. Bah non, c'est pas moi. Mais du coup, tu vois déjà des points communs. Je vais te parler des rôles masculins, pas parce que les féminins m'intéressent pas, mais parce que notre podcast, mais les deux sont liés en vrai. Tu vois des points communs entre certains rôles forts masculins des films que tu réalises, que tu écris. Bien sûr, ouais. Évidemment, je les vois. C'est quoi, par exemple Je les écris. Non, mais c'est la fragilité notamment. La fragilité de l'existence et la fragilité. Ça, c'est quelque chose que je trouve très très beau parce que je trouve ça. Là, c'est marrant. On me dit beaucoup là. Des femmes prennent la parole pour me dire à la sortie du film Patrick Timsit est sublime, il est très beau. Et au début, j'entendais sublime, il joue bien, c'est un bon acteur. Et puis plus ça a avancé, la 20e date, la 21e, je me dis mais qu'il est beau. Et puis il y a une dame un jour qui m'a dit il est sexy. Et tout d'un coup, je me suis dit mais parce que voilà, c'est ça en fait. C'est ça aussi, c'est ça qui est magnifique, c'est que je crois que c'est ça qui m'a plu, c'est qui me plaît à filmer chez des personnages masculins aussi, c'est très beau cette fragilité chez les hommes, c'est sublime. J'ai le souvenir d'Élodie Bouchès que j'avais croisée lors de mon premier festival de Cannes. J'avais monté les marches pour fêter le succès de Comme tu es belle, le film de Lisa Azuelos. Puis je l'avais croisée et puis j'avais tellement envie de lui parler et puis du coup je savais pas par où commencer, donc je lui ai dit ça doit te faire quelque chose d'être à Cannes. Nul, complètement nul. Je lui ai dit parce que quand même t'as vécu un truc fou avec La vie rêvée des anges ici. Elle me dit ouais c'est vrai, j'ai vécu un truc fou, mais finalement le truc le plus fou que je retiens de cette aventure de La vie rêvée des anges, c'est qu'en tournée à travers la France, j'ai été montrer le film et un jour après le film, il y a un jeune homme qui est venu me voir et qui m'a dit dans le film t'es tellement moche que t'es belle. Et ça m'est resté parce que je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est ça le cinéma et j'aspire à me dire que ça devrait être ça la vie aussi. Je crois que c'est ça. Et du coup, quand je pense à mes personnages, je pense à ça. Parce que aussi il y a Shrek, parce que aussi il y a voilà tout on connaît tous ces voilà Frankenstein et tout le reste, mais voilà de quoi je pars quand en tout cas je me souviens de ça. J'ai envie de partir de ça quand j'écris des personnages et quand j'écris mes personnages masculins, j'ai envie de les raconter. Comme je raconte les femmes de ma vie aussi, quoi. Mais donc un bonhomme, il faut qu'il soit fragile. Un bonhomme, il faut. Non, mais pour être en paix, il faut accepter aussi cette fragilité. Pour être à l'aise avec soi, il faut savoir qu'on sera forcément fragile, peut-être. Ouais. En tout cas, quand elle survient, si elle survient, cette fragilité, je trouve ça sublime de savoir l'accepter. Parce qu'elle est lisible, même dans un regard, même dans un port de tête. Et comme disait cette dame à la fin de mon film la dernière fois, c'est sexy. T'es maman d'une petite fille de 3 ans. Est-ce que tu as des croyances concernant son éducation, tu m'en as un peu parlé tout à l'heure, qui viennent effacer les croyances que tu avais toi petite ? En tout cas, je me dis que ça c'est sûr que l'atavisme existe et que tout ce que j'ai reproché à mes parents leur disant je n'ai pas de la même génération, vous ne pouvez pas faire ça. Je fais vraiment sensiblement la même chose avec ma fille. Donc pardon papa et maman. En revanche, oui, j'ai des croyances parce que quand même, comme je vous disais au début du podcast, j'ai reçu tellement d'amour que c'est tardivement et c'est aujourd'hui, en étant maman, que je comprends à quel point c'est fondateur, à quel point c'est rare et que j'ai énormément de chance et qu'il va falloir que je fasse pareil avec ma fille parce que c'est très simple, mais que ça remplit de confiance en fait. Et que mon objectif, j'aimerais qu'elle ait confiance en elle. J'adorerais qu'elle ait confiance en elle. Et je crois que pour ça, faut savoir juste regarder autour de soi aussi. Moi, j'ai l'impression que, encore une fois, je suis née dans une famille de grands observateurs, aussi parfois parce que on leur a pas laissé la place de parler, donc ils avaient pas le choix d'observer. Mais qu'aujourd'hui, moi, j'ai le choix d'observer, de pouvoir parler, de pouvoir dire. Donc j'aimerais que si elle peut, ma fille, j'aimerais qu'elle comprenne ça, j'aimerais lui transmettre ça. Parce que je suis sûre que si elle observe bien, on l'écoutera mieux et que c'est formidable d'être entendue, en fait. Et dans l'éducation avec le papa, du coup ton mari, est-ce que tu vois aussi des répartitions de rôles, comme là où tu disais, ma mère, elle avait plutôt la stature, la solidité ou le côté rassurant que mon père nous apportait pas, mais il nous apportait d'autres choses. Est-ce que tu arrives à voir aussi ce genre de répartition, entre guillemets ? Écoute, j'ai l'impression que ça c'est un truc pour le coup vraiment de génération où c'est-à-dire que mon mari a changé autant de couches que moi. Est-ce que c'est grâce à Simone Veil et MeToo que aussi les hommes d'aujourd'hui se sont je sais pas, j'ai l'impression en tout cas que la répartition est assez juste. Après moi j'ai une âme de geisha quoi qu'il arrive et avec ma fille aussi, donc
voilà, c'est mon truc, quoi. Je m'entends lui dire, mais non, tu vas pas faire ça. Mais pourquoi tu vas pas faire ça? Fais-le. Mais non, tu vas pas faire ça. C'est comme ça, c'est mon éducation, c'est aussi. Peut-être que tu prends plaisir. Je prends plaisir, c'est ma façon d'être maman à cet endroit-là et tout. Mais c'est vrai que je dois rendre à César et que, pour le coup, mon mari, il en fait autant que moi. C'est vrai qu'il en fait autant que moi. Et puis, comme j'ai un métier qui me permet pas d'être là à heure fixe, régulièrement, parfois, même s'il avait pas envie de faire autant que moi, il est confronté à ça, parce qu'on est obligé aujourd'hui de jouer avec nos emplois du temps et nos plannings, comme l'ont fait nos parents, bien sûr. Pas exactement de la même manière, mais... Les cases étaient quand même moins... C'est-à-dire que ma mère, fixe. elle partait à 6h30 du matin, elle rentrait à 7h, mais c'était tous les jours comme ça, à 19h, je veux dire. Moi, ça m'arrive de partir à 7h du matin, enfin à 6h du matin, pas rentrer avant 2h du matin parce que je pars en tournée, que je travaille, etc. Mais ça m'arrive aussi d'être avec elle 3 semaines de suite en plein mois de février. Donc c'est un peu différent, mais c'est vrai que ouais, le puzzle est différent, mais j'ai l'impression qu'on a chacun bien pris nos places là. Vous n'aviez pas forcément une vision différente de comment aborder la parentalité et l'éducation? Avec mon mari, tu Ouais. veux dire c'est bizarrement quelque chose dont on n'a pas parlé puisqu'on a appris en faisant, parce que c'est très abstrait avant d'avoir un enfant, j'ai l'impression, et qu'on n'est plutôt pas tellement dans les dogmes, mais après, évidemment, on a des parents qui disent « tu verras, quand tu verras ». Mais finalement, quand ça arrive, mais on n'en a pas parlé en théorie, mais après, il y a la pratique, et t'as pas le choix, quoi. T'as pas le choix, donc il y a « mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu mets? Pourquoi ?» Et après, tu dis « non, mais il a raison, peut-être qu'il fasse comme ça ». Il n'y a pas vraiment de clé. Hein. C'est ça qui est exceptionnel quand on a des enfants. J'ai l'impression, c'est que tu veux les clés de tous les coffres et en fait, t'en as 0 ou alors t'en as 1000 et que t'as que 3 coffres. Alors du coup, tu sais pas laquelle vaut le bon. Enfin, c'est compliqué, quoi. Et si demain t'échangeais les rôles avec ton mari ou avec un homme en général, mais celui que tu connais le mieux, et que tu pouvais vivre une journée dans ses baskets à lui, qu'est-ce que tu ferais à sa place? En tout cas, soit pour te rendre heureuse toi, soit pour te faciliter la vie, soit pour profiter du fait d'être dans la peau d'un mec une journée. Pour profiter d'être dans la peau d'un mec une journée. Donc, c'est bizarre de profiter d'être dans la peau de mon mari, parce que ça veut dire que je veux me kiffer. Oui, Parce que je veux rentrer chez moi et m'embrasser, par exemple. Oh là là, c'est vertigineux. Quelle horreur. Si t'es dans les... Voilà, imaginons... Je suis dans la peau d'un mec, quoi. Ouais. D'un mec, qu'est-ce que je veux faire? C'est génial, quand même, parce que donc j'ai 39 ans, et c'est génial que je réfléchisse, parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question, et je trouve que du coup, c'est ça le sujet de ma réponse. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est magnifique, quand même, non? Ça veut dire qu'on y arrive. Dans tes pompes. Je suis bien dans mes pompes, et surtout, ça veut dire que le combat de la femme, on y arrive, quoi. Il n'y a pas d'envie... Il n'y a pas d'envie particulière chez moi, très honnêtement. Je vais sortir d'ici, je vais dire, merde, c'était ça qu'il fallait que je dise. Ou alors pour le divertissement, quoi. Tu serais comment physiquement? Est-ce que tu te saperais d'une manière particulière? Mais je crois pas. Aujourd'hui, je porte la veste de mon mari. Ah. Je crois pas que Ça changerait rien. Ouais. Non, mais si probablement que ça changerait un truc. Là, c'est malhonnête de ma part de vous dire non, ça changerait rien. Mais là, comme ça me vient pas. Et je me dis que si ça me vient pas, autant être honnête avec vous. Et je me dis que c'est pas mal, quoi, de récolter ça aujourd'hui. Ça veut dire que on avance. Honnêtement, on y reviendra peut-être. Mais non, mais c'est une vraie réponse. Je sais pas quoi te dire là. Je l'accepte en réponse. Ok, tant mieux parce que. Et c'est la fin. Est-ce que tu aurais un conseil de nana aux hommes qui nous écoutent sur plusieurs domaines? Si on peut les faire tous comme un seul, sur le comportement, avoir un petit conseil, ou sur leur compréhension des femmes, ou même vestimentaire. Plus jamais de pantacourt. Déjà, ça c'est sûr. Non, un conseil, regarde-moi, quoi. Ça suffit. Pas obligé de... Regarde-moi, regardons-nous, quoi. Regarde-nous, regarde où on en est, regarde comment on bouge. Regarde, ça suffit normalement. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.